Dans le podcast de cette semaine, on discute avec Antoine Tissot, auteur de jeux et signataire du manifeste métaludique. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Garin et on se retrouve pour une nouvelle interview. On est au festival Rennes en jeu et je suis en compagnie d'Antoine Tissot. Salut Antoine. Salut. Tu es l'auteur du jeu du festival qui s'appelle Protocole IOMV 2237472L. On peut dire juste protocole. On a le droit de dire juste protocole, ouais, c'est ok. Et tu es auteur de jeu, pas à plein temps. Effectivement. Voilà, et on va reparler un peu de tes créations. Et tu appartiens aussi au collectif d'auteurs Le Graal. Oui. Et aussi à un autre collectif dont on parlera plus en fin d'interview, qui est à l'origine du manifeste. Tout à fait. Voilà, on va balayer un peu tous ces sujets. Alors avant de commencer, on va passer un peu le passage obligé dans ce podcast. Quand je reçois quelqu'un pour la première fois, c'est pas mal d'avoir un peu le parcours de joueur. Comment t'es arrivé dans le hobby, à quel âge, par quel jeu, qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi? Comme pas mal de monde, en fait, qui ont répondu à tes questions. J'étais exposé aux jeux surtout traditionnels et de cartes quand j'étais enfant, en famille, etc. Et puis un vide pendant l'adolescence où j'ai surtout joué aux jeux vidéo. C'est vous ce pattern, hein. C'est incroyable. Et après un retour aux jeux de société vers la vingtaine avec des découvertes de jeux modernes comme Citadel, Munchkin, les Chevaliers à la table ronde, qui était une bonne claque en fait. Et depuis une certaine pratique finalement du jeu de société et aussi du jeu vidéo que j'ai pas vraiment lâché, même si j'ai moins de temps à y consacrer. Et puis un peu plus tard, l'envie de voir ce qu'on pouvait dire avec un jeu de société comme on peut le faire avec le jeu vidéo, dans lequel, dans les jeux indés, mais aussi dans des jeux AAA, on voit qu'il y a cette envie d'utiliser le média comme un moyen d'expression. Oui. Il y a beaucoup de jeux, on pourrait citer un exemple, mais je me souviens que j'avais surtout été frappé par un jeu à l'époque qui était Deus Ex. Ouais. Surtout les derniers, là, le Human Revolution, où il y a une composante sociale très forte avec une personne qui voit son corps transformé et tout l'impact que ça a sur sa vie, mais qui en même temps a des nouvelles compétences qu'il peut exercer en jeu. Et je trouvais ça très intéressant que mécaniquement, on te donne quelque chose, mais ça a un impact socialement sur tes interactions avec les personnages du monde dans lequel tu évolues, la façon dont ils te voient, etc. Et ça m'avait assez bluffé, cette cohérence entre le fond et la forme. Et je m'étais dit, j'aimerais bien explorer ça, mais avec des moyens à m'apporter. Et le jeu de société, c'est low-tech, tu vois, c'est du papier, c'est du carton, c'est des pions, et tu peux explorer de façon très simple. En tout cas, beaucoup plus simple qu'avec un jeu vidéo où il faut être des dizaines de personnes pour faire un truc. Et puis, jeux vidéo, il y a des personnes qui font des jeux seuls, mais ils ont une compétence technique. Si tu ne l'as pas, alors que le jeu de société, si tu sais, tu peux te débrouiller, comme tu dis, avec du matériel qui est quand même très accessible. Enfin, en principe, on sait tous à peu près utiliser des ciseaux, de la colle, mais je caricature bien sûr, mais tu peux faire des prototypes de jeux de société avec vraiment très peu de choses, comme tu peux faire avec très, très léché, avec de l'imprimante 3D et tout. Mais voilà, c'est vrai que ce que tu dis, c'est que c'était plus accessible pour toi de le transformer. Et c'est venu bien plus tard après ta découverte du hobby, ou tu as l'impression que c'était plus concomitant? C'est venu plus tard. Mais je pense que c'est quelque chose qui se crée dans le temps, en fait. On n'en est pas vraiment conscient. Et puis après, on arrive peut-être à une certaine période de sa vie, on a besoin d'exprimer les choses, de faire sortir peut-être une certaine révolte aussi qui monte par rapport à la conscience qu'on prend du fonctionnement du monde, de la société, des inégalités, des crises, etc. Ceux qui pensent que le politique, il n'y a pas de politique dans mon jeu, cette interview n'est pas faite pour eux. Oui, voilà, vous pouvez aller écouter autre chose. En général, s'ils écoutent ici, c'est que ça va. Mais donc, en fait, toi, c'est l'idée de porter d'autres discours qui t'a donné envie de créer, alors que parfois, on entend des personnes qui vont avoir envie de faire des jeux parce qu'elles ont envie de reproduire les sensations cool et fun qu'elles ont eues. C'est ce qui est aussi une très bonne motivation. Ouais. Toi, c'est plus l'envie d'exprimer d'avoir un propos et de trouver un support finalement pour l'exprimer. Oui, exactement. Ouais. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a l'envie de parler d'un sujet avec les moyens qui sont propres au jeu de société. C'est-à-dire que ce qui est vraiment intéressant dans le jeu en général, c'est que tu vas pouvoir manipuler des systèmes et comprendre la complexité de quelque chose, ou en tout cas un aspect de cette chose, en la manipulant, en la faisant tourner, et en plus, comme il y a toujours une certaine simplicité dans le jeu de société,
on va surtout manipuler des symboles et des concepts. Et ça, c'est extrêmement fort parce que ça peut atteindre des choses qui sont conscientes ou qui ne sont pas conscientes dans nos représentations, dans nos idées, dans nos valeurs. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant d'explorer ça. Et en même temps, je pense qu'il y a un côté cathartique dans le sens où faire des jeux sur des sujets dont j'ai envie de parler, ça me permet de sortir un peu ce sentiment d'impuissance, de révolte, de le formaliser, oui, parce que ça oblige à se documenter sur le sujet, si on parle d'un sujet en particulier, pour pas dire de conneries, pour que ça soit cohérent, pour que... Donc ça t'enrichit en même temps que tu peux... Oui. Ça t'aide aussi à préciser ta pensée politique, en fait. Complètement. Et aussi, ça te donne des idées de mécanique, d'action, d'interaction. Et il y a plusieurs entrées dans le game design, mais pour moi, c'est une entrée très forte parce que ton sujet va te donner des idées mécaniques qui sont peut-être un petit peu originales, et elles sont induites par le sujet. Elles sont à la fois cohérentes et originales. C'est un peu l'inverse de ces jeux dont on dit qu'ils ont des thèmes plaqués, où on sent bien qu'il y avait une idée mécanique, à laquelle on a ensuite mis un thème, et d'ailleurs on remarque que souvent, quand on parle des thèmes plaqués, on retrouve souvent les mêmes thèmes, d'ailleurs, enfin, c'est pas anodin non plus. Oui. Là c'est vraiment l'opposé, c'est plutôt moins que le thème, c'est le propos, ou ce qu'on a envie de faire ressentir qui va justifier la mécanique. Comment le game design, tu l'as appris complètement de façon empirique ? De façon empirique, ouais. Moi j'ai fait des études de littérature moderne et aussi de didactique des langues, français et langues étrangères. Et le game design, oui, non, je l'ai jamais étudié. Alors, je voulais faire des études de jeux vidéo à une époque, mais je me suis un peu retrouvé dans ce que disait Pierre Buty dans une autre interview, c'est que le jeu vidéo, ça demande une compétence technique, et puis ça demande une équipe. Et en fait, c'est difficile d'avoir du contrôle sur ce que tu veux créer, parce que voilà, c'est assez complexe à faire comme objet. Et une parcellisation des tâches, en fait, qui fait que tu fais un tout petit bout de la chaîne de montage. C'est ça, t'es un peu cloisonné, t'es un peu en silo, alors que le jeu de société, sans être dans ta tour d'ivoire de la personne avec sa vision, t'es vraiment très libre de ce que tu peux proposer, quoi. Ouais. Et donc ça te convenait mieux Ça me convenait mieux, donc. Et ça, alors empiriquement, effectivement, mais néanmoins, je pense qu'il y a un truc qui est très important à comprendre, c'est le partage de compétences dans les collectifs d'auteurs et d'autrices. Donc quand j'ai commencé à réfléchir un peu à tout ça et que j'ai commencé à créer des petits jeux, je suis allé à la LIF, donc c'est le collectif d'auteurs et d'autrices de Paris, où je suis resté pendant 3 ans et j'ai beaucoup appris au contact des gens qui étaient dans ce collectif. Et puis après à Rennes, quand j'ai bougé dans l'Ouest, et donc je suis allé au Graal, donc le collectif rennais, breton. Et là aussi, j'ai pu améliorer cette compétence parce que c'est une compétence, en fait, le game design qu'on forge en discutant avec les autres, en leur soumettant notre travail, en acceptant la critique, en observant ce qu'eux ils font, en s'interrogeant sur leur façon de procéder. Et c'est vraiment quelque chose qui se construit au contact des autres. C'est du compagnonnage, en fait. Oui, j'allais dire, c'est ça. C'est un peu comme dans l'artisanat, où tu as cette idée de transmission du savoir-faire qui se fait aussi qui ne se fait pas que par voie théorique, mais aussi par le partage de connaissances, le partage d'expériences. C'est pas un truc qui tombe du ciel, en fait. Ah, je fais du game design, voilà, j'ai l'illumination. C'est vraiment quelque chose qui se construit collectivement. Ouais. Et la transmission, t'as raison, c'est hyper important aussi. Parce que... Et une forme de mentorat presque aussi. Oui. Une forme de mentorat, il y a certaines personnes dans lesquelles tu peux plus te reconnaître, soit dans leur création, soit dans leur vision du jeu. Et donc leurs retours ont plus ou moins d'importance. On ne citera personne. On fait une bise à Henri Kermarek. J'ai vu que tu avais un jeu qui s'appelle H+, qui a été primé à PEL et qui parle en fait du sujet dont tu parlais dans Deus Ex, si je me trompe pas. Oui. Donc c'était, quand tu parlais de Deus Ex, c'est vrai, il y a eu vraiment une inspiration aussi. Oui. T'as eu l'intérêt pour le propos, mais de fait, du coup, t'as eu envie de t'approprier ce sujet. Ouais, complètement. C'est ta première création Ouais, la première création que j'ai soumise au public comme ça dans un festival. Oui, en fait, effectivement, on était dans le thème du transhumanisme et j'ai vraiment été frappé par, cette espèce de forme ultime du capitalisme où le corps humain, c'est la dernière marchandise qu'on n'a pas encore exploitée. Et on peut te vendre des parties de ton corps à toi-même pour remplacer les parties que tu as déjà en disant qu'elles sont meilleures, tu vas aller plus vite, que tu penseras mieux, etc. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est en train d'être soutenu par des entreprises comme Neuralink, d'Elon Musk, qui vend ça comme ça, quoi, en disant que
Les implants cérébraux, par exemple, ça va permettre aux gens qui souffrent de lésions cérébrales ou d'Alzheimer d'aller mieux, voire de guérir. Mais en fait, la prochaine étape, c'est vendre ça à des gens en leur disant vous réfléchirez plus vite, vous aurez plus de mémoire, etc. Bon, c'est un peu de la science-fiction, je sais même pas si ça sera possible un jour. En fait, j'en doute, mais... Et toutes ces questions philosophiques, éthiques, aussi économiques, soulevées par ce thème-là. Il y a aussi juridique. Juridique, social. Et je me suis dit, en fait, c'est hyper puissant, et c'est hyper intéressant d'explorer ça dans un jeu où on t'incite à te modifier comme ça parce que tu deviens super fort. Et le contexte du jeu, c'était le monde du travail. En fait, tu avais des jobs où les meilleurs jobs, les mieux rémunérés, il fallait que tu sois modifié dans tous les sens pour pouvoir y avoir accès. Donc, tu étais dans une course à l'augmentation pour avoir toujours plus d'argent. Et à la fin, tu finis, t'es content, t'as fait une belle carrière, mais qu'est-ce qui reste d'humain en toi, quoi. C'était ça que j'essayais d'explorer. Donc, tu voulais montrer aussi le côté paradoxe, c'est peut-être pas paradoxal le bon terme, mais un peu l'illusoire de viser une victoire comme ça où effectivement il fallait s'améliorer pour... Oui, mais... Donc il y avait l'idée déjà d'avoir une victoire en demi-teinte, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tes créations, et moi je trouve très très intéressant, parce que c'est vrai qu'on est habitué à des jeux avec une victoire, avec des points de victoire ou une course, et la victoire, et tu as gagné, et il n'y a pas de remise en question de ce qu'est la notion de victoire, et du fait que la victoire elle peut être... Oui, ce que je dirais en demi-teinte, en fait, tu peux ne pas... En fait, la victoire, elle peut être mauvaise, en réalité. Et je comprends que ça, c'est quelque chose que tu veux aussi. Oui, c'est vrai, ouais. Alors, dans H+, j'avais pas trop réussi. Justement, c'était frustrant d'avoir cet effet Monopoly. C'est-à-dire, finalement, les gens, ils ont fait ce qu'on leur a dit de faire, mais à la fin, ils sont pas vraiment questionnés, quoi. Ouais. Juste, ils peuvent juste le sentir, mais la mécanique, le jeu en lui-même va pas le dire. Et effectivement, ouais, je pense que ça, c'est un truc qui m'a travaillé, que j'ai essayé de faire ensuite avec Luc et Adrien sur Rien à cacher, où la fin du jeu, finalement, elle peut être négative pour tout le monde, en fonction des actions des gens dans le jeu. Ouais, Rien à cacher, c'est un jeu qui parle de la surveillance, de la délation aussi. Ouais, c'est un jeu qui parle de la surveillance et des libertés fondamentales, parce qu'on peut pas dissocier les deux. Et donc c'est un jeu de bluff, en fait, tout simple. Mais c'est aussi un jeu de dénonciation où on peut dénoncer quelqu'un qui enfreindrait une liberté, donc en l'obligeant à révéler sa carte, et en faisant cela, on a un jeton de bon citoyen. Mais sauf que quand on dénonce quelqu'un qui enfreint une loi, on renforce les lois, et soi-même, on ne peut plus exercer certaines libertés. Donc c'est à double tranchant, en fait. C'est à double tranchant, c'est à toi. Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir cette gratification, sachant qu'à la fin, tu vas toi-même en subir les conséquences? Ok, donc il y a vraiment parce qu'en fait, c'est souvent la difficulté de jeux qui veulent avoir des messages, c'est qu'ils vont avoir sur la thématique et la façon dont ça va être présenté, on voit bien, et on a joué à Amazonie hier, donc on va en parler après, c'est une autre de tes jeux, on va déforester, mais en vrai, s'il y a des jeux où on fait déjà ce genre de choses, et on peut 5 secondes s'extraire du cercle magique et se dire je suis en train de faire des trucs dégueulasses pour gagner, mais à la fin, comme je suis dans le cercle magique, je m'en fous parce que il n'y a pas d'incidence ni en jeu ni hors jeu, et donc finalement je suis très safe et j'arrive à vivre cette petite culpabilité passagère, alors que des jeux qui nous punissent en fait à un moment, c'est plus dur. Je sais pas si c'est aussi parce que dans le jeu souvent on n'a pas envie d'avoir un positionnement moral en fait ou éthique. Je sais si ça c'est des questionnements aussi de dire aux joueurs est-ce que vous avez mal agi, est-ce que ça c'est possible selon toi qu'on peut dire ça? Mécaniquement. Je dirais plutôt... En fait, la plupart des jeux de conquête, d'expansion, ils disent tous la même chose. Simplement, ils ont un vernis qui laisse croire que c'est une histoire glorieuse, ou que voilà, ça s'est passé d'une certaine manière, finalement pas si violente que ça. Alors, on a occupé un espace qui était vide. Voilà. Bon, il y avait des ressources, ça tombe bien, on est content. Le hasard fait bien les choses, mais... ce qui me semble important, c'est de questionner cette façon de représenter l'histoire ou l'occupation des territoires, la lutte pour le territoire, parce que la déforestation de l'Amazonie, c'est une lutte pour un territoire, pour l'exploiter ou pour l'habiter, et de montrer que tout ça, c'est pas neutre en fait. Et il y a des intérêts, il y a des causes, il y a des conséquences, et en fait, les jeux qu'on présente comme neutres, non politiques ou dans un autre univers, ils parlent toujours un peu de notre monde. Oui. Ils ne viennent pas de nulle part, en fait. Comme disait Pierre Buty, justement, c'est comme c'est l'idéologie dominante, on ne l'aperçoit pas comme idéologie, elle nous paraît normale et acceptable, en fait. Et tu vois, par exemple, dans Small World, si je dis pas de bêtises, il y a des peuples qui sont là au début sur le plateau, et ils ne sont pas joués, et t'arrives et tu peux juste les exterminer, et ça te rapporte des points, si je dis pas de bêtises, et ensuite t'occupes l'espace. Et voilà. Ok, sans problème.
Et après, bon, t'as l'histoire de l'occupation de l'espace. Le monde est trop petit pour accueillir tout le monde, ça c'est intéressant. Mais rien que cette première action, cette entrée sur le plateau, c'est d'une violence incroyable. Ouais. Et c'est pas questionné du tout. Tu vois, Et c'est vrai, maintenant que tu le dis, je me rappelle même pas. Tu vois, sur les parties, alors j'ai pas peut-être il y a trop longtemps et je me pose peut-être moins de questions aussi, mais oui, effectivement, oui, il y a peut-être forcément de questionnement, quoi. Est-ce que tu penses aussi que parfois on se réfugie trop derrière l'idée que le jeu est étanche, en fait, pour aussi se déculpabiliser sur ces problématiques? Alors, je pense que c'est important de dissocier deux choses. Qu'on a besoin de jouer parce que aussi on a le droit de chercher quelque chose pour s'échapper d'une vie difficile, d'un quotidien de plus en plus compliqué, d'un avenir qui nous semble de plus en plus sombre. Il faut pas l'enlever aux gens. Bien sûr. On a le droit de vouloir s'évader, de se changer les idées, etc. Mais en même temps, il faut rester aussi critique que possible parce qu'on est en face d'un objet culturel et on l'est quand on est en face d'un livre, d'un film. En tout cas, on essaye de l'être. Après, c'est peut-être aussi une forme de entre guillemets d'éducation à la sensibilité culturelle et artistique. Mais je dis ça sans aucun snobisme de classe ou quoi que ce soit. Mais tu vois, quand on joue un jeu comme Terraforming Mars, par exemple, qui présente la conquête de Mars comme quelque chose de nécessaire. En fait, si je me souviens bien, la règle, elle présente les choses de façon très binaire. C'est soit on se résigne à vivre sur une planète Terre qui est foutue, soit on s'échappe vers les étoiles et on va vers Mars, mais il faut terraformer Mars. Déjà, il y a ça qui est posé d'emblée. Même le choix des mots, il parle de domestiquer Mars. Et donc voilà, on a cette expansion, cette transformation de l'environnement. Enfin, quand même, c'est pas anodin, quoi. Façonner l'environnement pour pouvoir l'habiter, qui est mis en avant, qui est de façon très technologique. Et en fait, pourquoi je parle de Terraforming Mars ? Parce que j'y pense beaucoup depuis que j'ai vu l'investiture de Donald Trump, qui a parlé de la destinée manifeste des Américains. C'est-à-dire cette idéologie qu'il y a un droit divin à l'expansion, à l'Empire, quoi, et que ce droit divin, il doit s'appliquer jusqu'aux étoiles, jusqu'à Mars, on va aller planter un drapeau américain. C'est vraiment ce qu'il a dit, quoi. La destinée manifeste. Et en fait, maintenant que j'entends ça, j'ai l'impression de retrouver la destinée manifeste dans la plupart des jeux de conquête et d'expansion. Et juste pour finir sur Terraforming Mars, je me rappelle que dans les crédits, Jacob Frixelius, je crois, l'auteur, il dit que son inspiration principale, c'est la trilogie martiale de Robinson. Et donc effectivement, c'est très documenté. Voilà, c'est une grosse réflexion sur la terraformation. Sauf que dans la trilogie martienne, il y a un truc qui est important aussi, c'est la mémoire entre les générations, parce que la terraformation se fait sur plusieurs générations, et aussi l'éthique de la terraformation. Et ces deux aspects ont été retirés. Ouais, sauf si je me trompe, sauf s'il y a des petits clins d'œil ici et là, mais je crois pas. Moi non plus. Il y a la question des générations, mais il n'y a pas la question de la mémoire entre les générations et des troubles psychologiques, de la perte de mémoire, de la perte d'identité, de la perte d'humanité en fait. C'est un choix de game design. Ça n'a pas été mis dans le jeu. Les questions d'éthique aussi de la terraformation, elles ne sont pas dans le jeu. Finalement, tout ce qui reste dans le jeu, c'est le défi technique de terraformer une planète. Et donc, pour moi, je suis un peu long, mais cet exemple, ça montre que des choix de game design, ça reflète quand même une volonté de parler d'un sujet et de ne pas parler de certains de ses aspects. Et finalement, de proposer un jeu qui va poser la question, qui va dire, la conquête de Mars, c'est un défi technologique. Alors que s'il parlait de la mémoire, de l'éthique, etc., ce serait en quoi la conquête de Mars peut nous faire perdre notre humanité. Ce qui serait complètement différent comme questionnement. C'est-à-dire que l'intention et le propos de l'auteur n'est plus du tout le même. Voilà. Donc c'est qu'il y a quand même un choix politique, un moment qui est fait de vouloir montrer une partie seulement du sujet, enfin de son sujet, en fait, de ne pas, en tout cas, de pas aborder l'intégralité du sujet, sachant qu'il se dit qu'il s'inspire effectivement, comme tu l'as dit, d'une œuvre existante. Donc il fait du tri, il y a une forme de tri qui est fait. C'est un choix d'auteur et puis aussi parfois d'éditeur. Alors, je fais une aparté. Il a des personnes de sa famille directe, ou ses frères, et avec qui, je crois, qui produisent ses jeux ou et tout. Bon, je revérifierai et je recorrigerai si besoin, qui sont membres du parti d'extrême droite de leur pays, qui doit être la Suède ou les Pays-Bas, mais je crois que c'est la Suède. Maintenant que je le dis, je ne suis pas sûre. Frix Games, l'éditeur de Terraforming Mars, est une société familiale suédoise dans laquelle travaillent la plupart des enfants de la fratrie Frixelius, dont Jacob, l'auteur de Terraforming Mars. La famille Frixelius serait affiliée au Parti démocrate suédois, qui est la version suédoise en fait du Rassemblement national. Le parti a été d'ailleurs fondé dans les années 80 par d'anciens membres de la Waffen-SS. Ce qui est avéré, c'est que Enoch Frixelius, le CEO de Frix Games, soutient ouvertement le leader de l'extrême droite suédoise sur son compte Facebook, ainsi que Donald Trump, et a également partagé une vidéo transphobe.
Et ce qui n'est pas étonnant en fait quand tu vois l'idéologie derrière le jeu en réalité. Et ce qui est important de préciser, je pense, c'est pas parce qu'on joue à Terraforming Mars et qu'on y prend du plaisir qu'on est Trumpiste ou qu'on soutient ces idées, mais il faut quand même garder une certaine distance par rapport à cette pratique du jeu, je pense. Oui, et puis en fait, c'est intéressant de le savoir en y jouant. Ouais, tu peux y jouer vraiment en ayant toutes les informations en main et au moins tu fais tes choix en connaissance de cause. Enfin, moi, je suis assez adepte de la transparence en général en disant, en fait, les gens font ce qu'ils veulent, mais il faut qu'ils aient bien conscience et qu'ils aient eu toutes les informations pour faire leur choix dans ce qu'ils ont envie de jouer ou pas, quoi. Du coup, vraiment, ce que tu dis, c'est que l'intention et le propos va conditionner en fait le choix, les choix de game design et que c'est pas anodin. En fait, c'est pas juste mécanique. Il y a vraiment une corrélation entre les mécaniques que tu vas choisir et le propos que tu vas porter finalement. Je pense que on dit toujours les jeux sont politiques ou pas politiques ou tout est politique, etc. Les jeux peuvent être politiques dans le sens où c'est des créations de personnes qui sont elles-mêmes le fruit de rencontres, d'expériences, d'une certaine éducation, d'une certaine culture de société et qui vont mettre ça dans leur création de façon consciente ou non. Et donc dans leur création, et parfois, et pas forcément que dans des jeux de conquête ou d'expansion, mais ça peut se retrouver dans les rôles qu'on joue, dans les actions qu'on fait, dans les interactions, dans les objectifs. Et ben, on peut retrouver ces idées, ces représentations. Et en les jouant de l'autre côté, on va les recevoir et sans forcément les questionner. Et peut-être que ça va renforcer des choses, ou peut-être que ça va nous ouvrir un panorama sur un sujet qu'on connaît pas. Voilà, ça peut aller dans les d'une direction. En fait, toutes les créations culturelles, toutes les œuvres culturelles, tous les objets culturels sont comme ça. Simplement, il faut en être conscient. Et quand on en est conscient, voir comment on peut manipuler ça, une espèce de jeu de miroir finalement, puisqu'une œuvre, c'est une sorte de reflet de la société, un peu déformé. Comment on incline ce miroir pour attirer l'attention sur telle ou telle chose qu'on voudrait discuter, qu'on voudrait amener sur la table, quoi. Et là, le jeu de société, il pose les choses sur la table. Et donc, c'est hyper intéressant de se dire, en fait, le jeu de société, il a ce pouvoir-là. Comment je peux utiliser ce pouvoir pour amener le sujet dont je veux parler et pour qu'on en débatte et que ça occupe l'espace médiatique, quoi. Je ne sais pas si tu as joué à Daybreak, qui a eu le Kennerspiel et puis qui a été primé pour le prix Lizzie Maggie. Matt Leacock, il le dit clairement, qui est un des deux auteurs, avec Matteo Menapece, il dit clairement qu'il fallait aussi, malgré le sérieux du jeu, malgré la documentation scientifique, et ensuite qu'on partage ou pas complètement la vision du jeu, il disait qu'il fallait quand même que le jeu reste avant tout fun. Et c'est parfois aussi quelque chose qu'on peut reprocher à certains jeux qui ont des propos très militants. Parfois, il y a la difficulté de faire aussi un véritable jeu, parce que comme tu l'as dit, il y a une dimension aussi de divertissement. Enfin, le jeu n'est pas que, ce que tu expliquais. On a besoin aussi de divertissement, d'échapper aux contraintes du quotidien, etc. Tous ces moments-là. Et que c'est un impératif que le jeu reste fun pour les joueuses. Comment ça, toi, tu le vois en fait? C'est un impératif quand tu travailles aussi sur tes jeux? Là, on pourrait dire avec une formule que les jeux engagés doivent être engageants. Ouais, c'est très beau. C'est une très belle punchline. Mais oui, finalement, c'est un peu un truc sur lequel on se retrouve avec Luc et Adrien de Coco Chéri, c'est-à-dire on peut faire des sujets très explicites sur les sujets annoncés d'emblée, le droit à manifester, la surveillance, etc. Voilà, c'est de ça qu'on parle, mais c'est des jeux de société avant tout. C'est-à-dire que on va jouer un rôle, on a des actions données, voilà, on n'est pas tout à fait soi-même, on peut expérimenter des choses, c'est un espace fictif, on peut être une mauvaise personne si on le souhaite, en dénonçant les autres, pour en tirer un profit, et amener les gens par ça dans le sujet. En fait, je trouve que leur démarche à eux est assez intéressante parce que ils partent du jeu de société en se disant les gens aiment les jeux de société, c'est un plaisir, on passe un bon moment, on rigole. Et du coup, si on arrive à faire ça, et dans un deuxième temps, ils peuvent se dire ok, et qu'est-ce qu'on a fait dans ce jeu-là et de quoi on a parlé? Et tiens, c'est des choses dont je m'étais jamais rendu compte. J'aimerais bien savoir un peu plus. Il y a un livret dans la boîte. C'est quelque chose qu'avait fait aussi Opla avec Cosmopolite, par exemple. Ça peut être une porte d'entrée dans un sujet, sans qu'on te prenne complètement par surprise, qui est intéressante. Et ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que, par exemple, on a présenté le jeu aux Utopiales, qui est un festival de science-fiction à Nantes en novembre chaque année, en l'amenant avec le sujet de la surveillance à un public qui n'est pas forcément familiarisé avec les jeux de société. En fait, le public venait par le sujet de la surveillance et rentrait en disant en fait, d'accord, on peut aborder ce sujet avec un jeu de société. Et après, ils se rendaient compte qu'en fait, il y avait tout un espace de jeux de société. Alors, pas tous consacrés à des jeux de société, des sujets de société, mais quand même qu'il y avait
Oui, il y avait il y a un plus grand panel en fait de jeux qui se retrouvaient dans cette mouvance en fait. Oui, et et aussi ça te donne une certaine forme de légitimité à ce média en disant comme d'une certaine manière à une certaine époque la BD était considérée comme un truc pour les enfants, tu vois. Et aujourd'hui on encense les romans graphiques, machin, c'est devenu quelque chose de très reconnu culturellement. Je pense que en fait, la même chose peut se produire pour le jeu de société. On parle beaucoup de la reconnaissance du jeu de société comme objet culturel et pas comme simple marchandise en fait. Et on sait aussi que ça passe par le fait d'avoir un propos affirmé. Parce que dans les autres, les autres arts, le cinéma, etc., c'est quelque chose qui n'est même pas questionné, qui est un propos affirmé. En tout cas, qu'il puisse y avoir une coexistence de blockbusters qui ont aussi leur idéologie, pas se leurrer, mais qui ne le mettent pas forcément en avant, et d'un autre type de cinéma où ça va être plus, le propos va être plus explicite en fait. C'est un peu comme ça que tu vois un avenir possible pour le jeu de société? Oui, je suis pas devin. Non, mais en fait, j'en sais rien. Tu penses que c'est envisage Ouais, il peut y avoir plusieurs. En fait, il y en a déjà. Oui. Il y a plusieurs. Je sais pas si on peut parler de catégories ou de secteurs, mais il y a des blockbusters entre guillemets qui vont être des jeux à licence ou des jeux avec des noms connus ou de maisons d'édition qui sont installées. Et puis après, il y a des alternatives qui sont plutôt des indépendants, des petits, ou des démarches comme celle de Dorian François, là, qui l'idée de son propre jeu sur un sujet bien particulier. Il y a aussi, d'une certaine manière, la démarche du jeu de Rennes en jeu. C'est aussi une démarche différente. Un collectif qui fait un jeu bénévolement, qui est vendu au moment d'un festival, mais un jeu qui porte quand même un certain propos. On n'est pas sûr qu'un éditeur ait repris le jeu comme ça, dans sa forme actuelle, pour le soutenir dans sa gamme de jeux. En fait, je pense que, comme dans tous les médias, plusieurs types d'œuvres peuvent cohabiter. La question, c'est une personne, en tant que public, consommatrice d'art, à quelle pluralité elle est confrontée. Elle est confrontée, oui. Et c'est ça qui est important, je pense, et essayer de sortir d'une proposition assez... peut-être qui manque un peu de variété, ouais. Voilà, qui explore, qui est moins accessible en fait. C'est peut-être oui. Parce qu'en fait, t'as quand même le circuit de la distribution en fait qui peut faire que ces jeux-là arrivent moins en boutique et de fait, ils arriveront pas en GSS, donc plus difficilement en tout cas. Et de fait, ça veut dire qu'une partie du public ne va pas être mis en possibilité de rien que de les voir en fait, de voir qu'ils existent. C'est ce qu'on disait hier en off. C'est la matérialité du jeu de société. Ça rend difficile une démarche comme celle du jeu vidéo avec Steam, c'est-à-dire un éditeur indépendant ou même un auteur ou une autrice met directement son jeu à disposition du public, qui l'achète, qui le télécharge et qui interagit comme ça, presque sans intermédiaire. Dans le jeu de société, à part faire un print and play et que les personnes soient prêtes à faire cette démarche d'imprimer, de découper, qui est une infime minorité, c'est compliqué. Et les gens, comme on disait hier, ils sont très habitués à avoir un beau produit, bien fini, avec des belles cartes, une belle boîte. Ils veulent cet objet aussi. Donc il y a des choses à créer sans doute. Voilà, la démarche dans le festival, c'en est une. L'édition, comme les éditions du silence pour le cortège, c'en est une autre. Il y a sans doute des choses à inventer. Après aussi, peut-être aussi avec des subventions publiques, comme le modèle du CNC ou du CNL pour le livre ou pour le cinéma. Une cotisation des acteurs du jeu qui finance un organe qui, lui, va soutenir des démarches un peu alternatives. Bon, alors, vu comment ça se passe dans le secteur culturel actuellement, c'est pas trop cette voie qu'on est en train de prendre. C'est clair. On peut toujours espérer que ça évolue, quoi. On va parler de ton jeu Amazonie, auquel on a joué hier. Donc c'est un jeu qui a été primé au concours de Boulogne en 2023, ainsi qu'au Flip de Parthenay. Déjà, juste faire des concours comme ça, j'imagine que c'est super enrichissant d'avoir ce retour. Je sais que le concours de Boulogne, ils font beaucoup de retours sur le prototype que tu proposes. Il y a des vrais retours construits qui sont aussi une aide pour continuer à développer le jeu, quoi. Oui, et ils le font à chaque étape. Donc même si on n'est pas qualifié pour les étapes suivantes, ils ont quand même un retour oral pour donner des pistes de développement, et c'est très solide. C'est vraiment des pistes très intéressantes à explorer. Et les concours en général, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, ça permet, alors ça dépend des concours, mais le flip, ça permet de faire pas mal de parties
Ça, c'est plutôt l'aspect festival. C'est-à-dire rencontrer un public très varié, faire plein de parties, voir comment il reçoit le jeu, ce qu'il en pense, etc., qui donne des pistes aussi d'amélioration. Et après, le jury, lui, il a un rôle un peu différent. Il est bien avec son œil critique, il doit prendre une décision. Mais toujours est-il que, effectivement, quand on arrive au bout d'un parcours comme ça, c'est intéressant parce que ça donne une visibilité à une création. Bon, c'est toujours valorisant en termes de vanité personnelle. Bah oui, ça fait du bien à l'ego, voilà, comme on dit. En fait, ça conforte dans la voie qu'on prend en termes de création, dans la montée en compétences dont on parlait tout à l'heure. Mais aussi, ça met en avant des jeux qui parlent de ça, de cette façon-là, pour dire c'est possible en fait de faire ça. On peut aussi aller explorer des sujets d'actualité, des sujets qui peuvent être graves, qui peuvent mettre un peu mal à l'aise peut-être, créer de l'éco-anxiété. Désolé, Maud Chalmel. Et donc Amazonie, c'est un jeu qui parle de la déforestation, qui est un jeu asymétrique où on va jouer. Alors c'est une configuration impérativement 4 ou 3 ou 4. 3 ou 4. Donc il y a une personne qui va jouer le protecteur ou la protectrice de la forêt, et qui donc va essayer d'empêcher, enfin de limiter, de contrecarrer les autres joueuses qui, elles, vont jouer ceux qui déforestent, en fait. Les exploitantes. Les exploitantes qui, elles, vont gagner, vont marquer des points. Après, c'est un peu un système à la route, hein. On gagne des points, et puis à un moment, si on arrive à tant de points, c'est ça, Oui. Il y a une autre manière de finir C'est une course au point, en gros. Ouais, c'est une course au point un peu. Et donc, on va planter du soja, planter de la coca, faire de l'élevage intensif pour gagner de l'argent, en fait. Et acheter des cartes et faire des objectifs qui nous rapporteront des points. Et donc, la protectrice, elle va devoir empêcher ça pour pouvoir elle-même marquer des points, etc. Ça fait combien de temps que le jeu, tu as commencé à travailler dessus ? Ça fait un paquet de temps. Ok. En fait, j'ai commencé à travailler dessus en revenant du Paraguay, où j'ai habité pendant 2 ans, en Amérique du Sud. Et en fait, le Paraguay n'est pas... La forêt amazonienne ne s'étend pas jusqu'au Paraguay, mais le Paraguay est lui-même frappé de ce phénomène de déforestation sur son territoire. Et quand j'y étais, c'était vraiment... choquant de voir les conséquences économiques, sociales, politiques de ça. En fait, les enjeux financiers qu'il y avait autour de ça, de l'agro-industrie, l'exploitation des hydrocarbures, l'élevage extensif, et tout ça mêlé avec plein d'intérêts du genre des intérêts religieux, parce qu'en fait, il y a des courants évangéliques très forts qui sont aussi dans une démarche d'évangélisation des peuples dits primitifs ou sauvages. Il y a aussi une convergence avec le milieu des armes et de la sécurité. Okay. Voilà, on aime demander des services là, pour assurer la sécurité de son troupeau, par exemple, ou pour déloger des personnes d'un endroit où ils vivent depuis très longtemps en leur disant désolé. C'est dommage, c'est là où j'avais envie de mettre mon plan de son. Voilà. Pas de chance. Voilà, il faut rentrer dans la modernité, monsieur. Ouais. Ce qui était à peu près le discours de Jair Bolsonaro quand il était président du Brésil. Et du coup, quand je voyais ça au Paraguay, et j'ai commencé à me documenter sur la déforestation au Brésil, sur ses causes et ses conséquences. Et en rentrant en France, je me suis dit, en fait, c'est vraiment une question de territoire, et on peut le représenter, encore une fois, avec un jeu de société, avec un plateau, une conquête de zones, etc. C'est le média parfait pour en parler. Parce que t'as des expositions photos, t'as des films, t'as des livres sur la déforestation qui sont hyper intéressants. Mais le média du jeu de société, c'est vraiment la lutte pour le territoire, quoi. Parce que ce qui est vrai, c'est que sur le plateau de jeu, ça commence avec des petits cylindres verts qui représentent la forêt. Donc on peut avoir jusqu'à 3 cylindres les uns sur les autres pour montrer que c'est de la forêt plus dense. Et au fur et à mesure de nos actions, le vert va disparaître progressivement. C'est-à-dire qu'on on a visuellement... Si on fait une photo du plateau au début de la partie et à la fin de la partie, je pense que là, on a conscience de ce qu'on a fait. Alors bien sûr, c'est abstrait et on n'a pas le sentiment d'avoir pris la fameuse tronçonneuse premier joueur pour couper un arbre, mais on voit bien quand même, je pense qu'on a le ressenti de ok, on a changé comme ça l'environnement en l'espace, par nos actions, quoi. Je pense que c'est ça aussi qui est assez... bien restitué, en fait, et comme tu dis, c'est l'objet qui le permet, non ? Pour le profit. Ouais, pour le profit, bien sûr, pour s'acheter des Rolls et puis des rivières de diamants. Ouais. Mais ce qui est important. Ouais, ce qui est pas très important, surtout quand on ira vivre sur Mars, tu vois. Tout à fait. C'est un peu con, je pense. Je suis pas sûre qu'on partirait avec notre Rolls, mais... Et c'est ça que tu voulais restituer, c'était cette... Comment dire, le côté objet qui restituait bien pour toi la problématique. Oui, et l'aspect aussi vraiment... comment dire ?
les points de victoire, j'appelle ça des points de légitimité territoriale, mais c'est pas juste du jargon. C'est qu'en fait, les protagonistes dans cet affrontement, parce que c'est un affrontement, ils disent moi je suis légitime à être là parce que j'ai besoin d'espace pour mon bétail, ou j'ai besoin d'exploiter ça parce qu'on a besoin d'énergie, le Brésil a besoin d'énergie, il nous faut du pétrole ou il nous faut de l'or, etc. Et en face, des personnes qui vivent là sont tous aussi légitimes. Voilà, c'est leur habitat, c'est leur lieu de vie, c'est leur environnement qu'ils ont aussi façonné eux sur des générations. Parce que contrairement à ce qu'on croit, la forêt amazonienne n'est pas vierge. Elle a été façonnée par des personnes qui habitent là, qui ont cultivé certains endroits comme un jardin, quoi. Et eux aussi disent non, on habite là, c'est. Nous aussi, on est complètement légitime. Et c'est pour ça que je voulais que la personne qui joue l'esprit protecteur de la forêt, il revendique cette légitimité, mais d'une autre manière. Donc, en luttant contre l'invasion des exploitants, en sabotant les projets, par exemple, de barrages ou de routes transamazoniennes, etc. Ou en mettant à l'abri des animaux, des populations, des divinités, qui sont des choses qui apparaissent dans le jeu. Au moment où, plus on déforeste, plus ils apparaissent et ils viennent en renfort du protecteur. Et dans le jeu, parce qu'il y a très intéressant, c'est que plus... moi, j'ai fait la méchante des forestières, je sais pas comment dire, des foresteuses. Exploitantes. Exploitantes, ouais. Alors là, j'ai fait la méchante exploitante. Ouais, avec beaucoup de succès. Oui, avec beaucoup de succès, j'avoue. J'y repensais cette nuit, je me suis dit, oula, ça dit quelque chose de moi. Plus on fait des actions fortes, plus on renforce aussi, quelque part, la protectrice de la forêt, puisque, quelque part, tous les jetons qu'on déforeste, on les lui donne. Si on décide de passer outre, il y a des interdits en fait qui peuvent être posés, et si on décide de passer outre parce que vraiment on y a intérêt et on aura une action plus forte, en fait on lui donne des moyens d'action plus forts par ailleurs. Donc il y a quand même cet équilibre. Je vois bien comment on sent bien qu'à un moment on a un retour de bâton sur si on a été trop gourmand, si on n'a pas été, si on a voulu en faire trop d'un coup, on a le retour de bâton, on le ressent en fait en jeu et on le ressent mécaniquement du coup. Et je pense que c'était, et pour toi c'était un jeu asymétrique dès l'origine, j'imagine. Oui. Ouais. Oui. On m'a posé plusieurs fois la question, mais si on gardait que les exploitants en fait, ou si on mettait un automat pour la forêt, je dis mais non, justement. Ce qui est important, c'est qu'il y ait quelqu'un qui l'incarne, qui ressente. Oui. Parce que l'automate, tu t'en fous, quoi. Oui. C'est pas la même chose de t'avoir toi à côté comme protecteur de la forêt que si j'avais juste un paquet de cartes, quoi. Oui, parce qu'en plus, la personne qui joue ce rôle-là, en général, elle tient un peu la gueule à la table et elle se sent pas très bien. Et moi, ça me fait rire. Bon, je suis désolé pour les personnes qui traversent ça. Je l'ai moi-même traversé hier dans la partie qu'on a faite. Mais oui, effectivement, il y a un retour de bâton, il y a une espèce de tir à la corde. Non, plus tu déforestes, plus tu donnes des moyens à la forêt de répliquer. Même si c'est compliqué quand même de contenir l'expansion des exploitants, parce que ça me semblait important de manifester une forme de sentiment de colère, de révolte, d'indignité qui monte face à cette dévastation en toute impunité d'un bien commun, quoi. Parce que on parle quand même de la destruction d'un puits de carbone qui est censé limiter le réchauffement planétaire, et on le défonce, et non seulement on libère tout le carbone qu'il y a dans les arbres, mais en plus on se prive d'un outil qui capture du carbone, donc c'est doublement mortel, quoi. Et tout ça pour du profit à court terme, pour s'acheter des trucs qu'on n'emmènera pas sur Mars. Qu'on n'emmènera pas sur Mars. Et pour revenir au retour de bâton, c'est des choses qui... En fait, dès le début du jeu, il y avait cette idée que ce qu'on enlève de la forêt, ça va chez le protecteur, et le protecteur va l'utiliser pour jouer. Et plus on lui en donne, plus il va jouer, plus il va répondre. Après, le jeu s'est un peu construit autour de ça. Ok. Le jeu, pour l'instant, n'est pas édité. Faire éditer un jeu comme ça, alors c'est un jeu expert en plus. Si on utilise les catégories, on pourrait toujours discuter sur les catégories, mais disons que c'est un jeu expert. En plus, il est asymétrique, avec 1 contre 3, donc je pense que ça, c'est dur de faire. Alors, on sait que c'est dur de faire éditer un jeu expert. C'est dur de faire éditer un jeu expert avec un parti pris thématique et mécanique tel. Oui. Est-ce qu'on peut dire que les éditeurs français sont quand même très frileux, en fait Alors, moins qu'à une certaine époque, parce que comme le jeu a une certaine ancienneté, les premières fois que je l'avais présenté, je me souviens, il y a 4-5 ans, les éditeurs étaient un peu surpris et en même temps frileux, dans le sens où ça va loin quand même, c'est très explicite ce qu'on fait, c'est très politique, ça va être dur à porter en fait, ça va être dur de le défendre. En plus, les jeux qui essayent de parler de ça, on voit bien qu'ils se font défoncer parce qu'ils ne sont pas bien compris, quoi, ou bref, il y a une sorte de backlash. Donc non, on va pas trop se positionner sur ça. Mais le discours, il change un peu, je vois, parce que quand je le présente maintenant,
Les questions ou les motifs de refus ou de réserve, ça va pas être le sujet, ça va plutôt être la complexité, le matériel, le fait fabrication. le coût de fabrication. En Chine, bien sûr, par des évidemment, prisonniers Chine, politiques. Oui, tout à fait. Ça, c'est pour être parfaitement cohérent. Et ça, ajouté au fait que finalement, il n'y a pas tellement d'éditeurs qui font des jeux experts en France. Même, on peut même dire qu'il y a plutôt un mouvement d'enfermement. En fait, là, actuellement, on le ressent. Et les retours que j'ai, c'est intéressant. Les retours que j'ai des éditeurs, c'est on pourrait le faire, mais il faudrait qu'il soit un cran plus simple en termes de complexité, de matériel. Pourquoi pas? Mais ça veut dire repenser pas mal de choses dans le jeu, parce que finalement, tout ce qu'il y a dans le jeu, c'est des choses qui me semblent importantes. Mais bon, un jeu, il est fini quand t'as fini de retrancher tout ce que tu peux retrancher, selon la formule de je sais plus qui, là. Donc voilà, je sais pas trop quelle sera la suite du jeu. En fait, je vais continuer à démarcher les personnes qui sont intéressées, voir jusqu'où ça peut aller. Peut-être démarcher des éditeurs étrangers qui pourraient être intéressés par ce jeu et son niveau de complexité, qui est pas il est pas si complexe que ça. Non, il est en pas fait, si complexe. Il est un peu imposant en termes de matériel, peut-être. Oui, effectivement. Et puis, je pense que c'est juste psychologiquement, le fait que ce soit asymétrique 3 contre 1, ça donne une idée de complexité, en fait, ça, qui est pas forcément réelle en termes de complexité de règles. Parce qu'en réalité, les actions, elles sont sur le plateau. Il y a 4 actions possibles. En gros, c'est assez simple. En fait, on pose son disque pour dire quelle action on fait, à quelle puissance. Enfin, c'est pas non plus pas du Vital Lacerda où tu as plein de règles et plein d'exceptions qu'il faut apprendre. Donc, et oui, peut-être à l'international, on en parlait hier, mais peut-être qu'effectivement, des éditeurs étrangers plus spécialisés sur ce type de jeu. Et peut-être aussi que des jeux comme des breaks ouvrent un peu aussi la voie. Enfin, je pense que on peut trouver ce qu'on veut comme qualité au jeu sur le propos ou mécanique. Je pense que c'est quand même un signal qu'il y ait eu le Kennerspiel, qu'il soit là, nommé à l'Asdor. Je pense que c'est quand même un signal fort qui peut donner aussi envie, de dire, on peut se permettre maintenant de faire ça, ça va rentrer dans le ce qu'on pourrait dire du mainstream. Un peu, mais... tout comme Alice is Missing était une autre forme de signal. Ouais, tout à fait. Ouais, sur le fait de porter d'autres propos plus sociaux ou humains. Quoi. On va parler rapidement du manifeste. On enregistre avant, mais cette interview sera diffusée après. Le manifeste, ça va être rendu public quand ? Autour de mi-février. Ok, un peu avant Cannes. Oui, un peu avant Cannes, donc sur les réseaux sociaux notamment. Il y a un site qui s'appelle manifeste-métaludique. Il devrait être en ligne au moment de la publication de ce podcast. Alors, qu'en dire ? Par où commencer ? Peut-être L'idée, elle a émergé d'une résidence d'autrices et d'auteurs qui s'est réunie pour réfléchir à toutes les questions dont on vient de parler, en étant conscient des potentialités du média, et puis pour voir ensemble qu'est-ce qu'on peut construire, en fait, qu'est-ce qu'on peut explorer, qu'est-ce qu'on peut défricher. Et l'une des émanations, en quelque sorte, de cette résidence, c'est le manifeste métaludique, parce que c'est un manifeste qui se joue, qui est un jeu en soi, et qui essaye aussi de contenir cette démarche de questionnement, d'exploration et de conscientisation de l'aspect politique des jeux de société comme objet culturel. Et ça regroupe qui en fait qui sont les participants en fait Alors toutes les personnes de la résidence n'ont pas forcément participé au manifeste. Certains ont participé à un certain degré, parce qu'en fait les choses se sont faites comme toujours par étapes. Donc on a commencé à réfléchir à comment expliquer la démarche qu'on voulait faire dans cette résidence, avec ce collectif d'autrices et d'auteurs. On a pensé à un manifeste, et on s'est dit, il faut écrire un texte. Mais vu qu'on parle de jeu, ça serait marrant que le texte, finalement, ça soit plutôt un jeu, que le manifeste soit un jeu. Donc, si on en fait un jeu, qu'est-ce qu'on en fait ? Peut-être un manifeste dont vous êtes l'héroïne ou l'héros, ça serait rigolo. Donc, on a commencé par écrire des textes, mais c'était assez long, c'était très narratif. Et puis finalement, il y a eu cette idée d'un flyer. Un flyer, voilà, un texte qui tient sur un flyer, mais toujours sous forme de livre dont vous êtes l'héroïne ou l'héros. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce manifeste ? Il y a Maître Henri Carmarek, bien sûr, Julien Protière, Néas Largeau, Juan Rodriguez. Donc c'est une construction collective, encore une fois. Un manifeste, c'est quand même aussi, c'est l'idée quand même, c'est affirmatif. En fait, on affirme des choses dans un manifeste, et c'est souvent une affirmation sur ses intentions, ce qu'on veut faire ou ne pas faire. Enfin, moi, ça m'avait fait penser, parce qu'on en avait déjà parlé avec Henri, au dogme des auteurs danois, en fait, qui étaient dans les années 90 sur le cinéma, de dire plutôt des caméras à l'épaule, filmer des situations réelles avec
peu de montage, en fait, des plans assez longs, des scénarios sur la vie réelle, des acteurs-actrices qui ressemblent aux personnes réelles, sans forcément d'artifice de décor, etc. Enfin, qui sont un peu aussi ce qu'on retrouvait dans la nouvelle vague. En fait, il y a un peu de ça. J'ai l'impression que c'est un peu revenir à des choses très authentiques pour sortir de cette idée de grosse production bien huilée où tout est beau, mais excessivement beau. Enfin, je sais pas si c'est un peu l'idée aussi. Oui. Ça rejoint la question de quoi on a envie de parler finalement. Ouais, et comment on en parle. Comment on le montre. Donc vous, les intentions, c'est sur les sujets traités c'est sur les sujets traités, sur la façon de les traiter, mais aussi sur le droit à l'expérimentation. Ça, c'est important, parce qu'on Henri en a parlé dans sa conférence pendant le festival Rennes en Jeu. Oui, sur le fait qu'il y ait on n'a pas le sentiment qu'il y ait des jeux expérimentaux qui peut-être ne sont pas des vrais, seront pas très bons, qui tomberont peut-être à plat, mais que l'expérimentation, ça fait partie aussi de l'art. Complètement. Oui, et c'est une chose que dit le manifeste aussi, c'est que on a le droit de vouloir sortir de jeux qui sont conçus uniquement pour être efficaces au niveau du divertissement ou proposer quelque chose de nouveau, d'un peu nouveau, qui se décale un peu. On a le droit d'aller chercher quelque chose de complètement différent, d'expérimental, de dérangeant peut-être, ou je sais pas, de philosophique, d'absurde, de militant, d'ennuyeux. Ça, c'est un vrai jeu. Si on faisait un jeu ennuyeux, volontairement, parce qu'il y en a qui sont, mais c'est pas. C'est pas. Oui. Et est-ce qu'un jeu ennuyeux est encore un jeu ça si t'enlèves le fun, si t'enlèves l'attention. L'intention du fun, exactement. Ou l'attention. L'attention dans le jeu. S'il n'y a plus de tension. Est-ce que c'est un jeu ennuyeux ? Est-ce que c'est encore un jeu ? Enfin bref, c'est tout un autre sujet, mais tu vois, par exemple, Fil Rouge, désolé, pas spoiler Fil Rouge, mais ça explore quelque chose de très, très fort quand même, de très... Même en connaissant Julien, même en sachant... Enfin, il m'avait un petit peu dit à quoi m'attendre, parce que je lui avais demandé avec qui je pouvais y jouer. Ça m'a quand même... je m'attendais pas à ça, en fait, je m'attendais pas à trouver ça dans le jeu. Et je me suis quand même questionné, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le lieu de parler de ça ? C'est dur, en fait, ce qui est montré, hein. Et après, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement le lieu pour parler de ça. C'est des sujets qui réhumanisent des gens qui sont pointés du doigt comme des statistiques ou des problèmes ou des questions à régler là par des politiques discriminatoires qui sont malheureusement de plus en plus présentes dans notre espace politique et médiatique. Et en fait, pour moi, c'est ça où la culture, c'est cet espace-là qu'elle doit occuper. Dire qu'est-ce qui fait de nous des êtres humains, nous aider à comprendre les autres, être un accélérateur d'empathie. Et finalement, la culture, c'est peut-être l'un des meilleurs moyens de lutter contre le fascisme. Oui. Écoute, je pense qu'on va garder cette conclusion qui est très belle. Je te remercie beaucoup, Antoine. Et puis, merci à toi. Et j'espère vraiment que Amazonie va être édité, parce que c'est un super jeu. Donc voilà. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié de déforester la feuille hier. On a pu constater. Quelle horreur, mon Dieu. Merci encore, Antoine, et on remercie tous les auditeurs et auditrices. Au revoir. Au revoir. Cette interview, enregistrée en présentiel le 2 février 2025, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site, lepointdepaulgara.fr, en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.